communication optique. Encore une fois, ce sera une présentation en français, mais le contenu écrit sera en anglais, simplement pour ne pas faire le travail deux fois. Le principe d'un système de communication optique, c'est le suivant. On voit en bas le transmetteur et à droite, on voit la transmission en tant que telle, et puis en haut à gauche, on voit le récepteur. Alors, c'est la même chose pour l'électronique. En effet, c'est une chaîne de communication qui est composée de trois éléments. L'émetteur, le milieu de transmission et le récepteur. Ça s'applique sur tout système de communication. Alors, dans le système de transmission, au niveau de l'émetteur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des éléments. Au niveau du milieu de transmission, nous avons également un ensemble d'éléments. Et au niveau du récepteur, nous avons un ensemble d'éléments. Tout ça pour faire une vitesse de communication de 2,5 gigabits par seconde qui peut aller jusqu'à 100 gigabits par seconde. La distance entre deux amplificateurs, on voit ceci à droite, c'est entre 80 et 100 km. Généralement, on prend 90 km. Le maximum, ça sera 120. On va détailler tout ça. Commençons par le système d'émission, c'est-à-dire la partie en bas à gauche. Alors, on a agrandi cette partie. À droite, normalement, on a des filtres, mais c'est pas grave, on les a mis de côté. On va focaliser sur trois éléments qui sont le laser, les données et le modulateur. Pourquoi ceci? Simplement parce que l'information en tant que telle n'est autre que des interruptions. Même le système vocal, lorsqu'on veut parler, lorsque le bébé dit maman, en fait, il y a un flux qui vient des poumons, qui passe par les cordes vocales. Les cordes vocales généralement choisissent la voyelle A, I, O, U, E, etc. dépendamment des langues. Ce sont des cordes vocales qui s'ouvrent et se ferment. When it's time to speak, the pressure below the larynx increases until it blows the vocal folds apart. Hello. Hello. Maintenant, au niveau des lèvres, lorsqu'on dit ma, ça sera un a, ma. C'est l'interruption par les lèvres qui fait ma. Alors le bébé, il va interrompre avec ses lèvres une fois, ma, puis une deuxième fois, ma. Donc ça sera a, ma. De cette façon-là, il dit mama. Baba ou bien papa, c'est la même chose. C'est le a qui vient des poumons et des cordes vocales. Et puis, on fait une interruption à travers les lèvres et les interruptions complète à travers les lèvres, ça se fait avec trois lettres M, B et P. Et donc le bébé, il est très confortable avec ses lèvres tout d'abord, avant de faire des choses plus compliquées que le B, P et M. C'est-à-dire, on a un laser ici, on voit en rouge. Ce laser-là, qu'est-ce qu'il fait? Il émet un flux de lumière continue. Mais est-ce que c'est de l'information? Pas du tout. Il faut l'interrompre, il faut le changer, il faut baisser son volume un peu ou bien plus. C'est ça qui fait l'information. On dit qu'on module le faisceau laser avec des données. Donc on a les données qui sont en orangé ici. Alors les données là vont interrompre ou bien modifier le flux venant du laser et c'est ça l'information qu'on véhicule dans le système. Ça peut être de la parole, les données peuvent être de la parole qui vont modifier ce flux de laser par des interruptions ou bien par des changements de profil. Celui qui combine les deux, le flux du laser et les données, s'appelle modulateur et ce modulateur-là est le plus connu des modulateurs optiques, c'est le Mach-Zehnder qui est basé sur le principe d'interférométrie. L'interféromètre Mach-Zehnder est généralement composé de deux bras et ces deux bras sont mutuellement cohérents et à la sortie qui est à droite, on aura la somme de deux faisceaux, c'est-à-dire l'interférence de deux faisceaux. Ce qu'on fait, c'est que les données vont être incorporées dans un bras, par exemple le bras qui tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va faire un signal électrique en bas qui fait de sorte que le faisceau qui le traverse dans le bras en bas sera affecté par ce signal. Il va porter les informations qui sont des interruptions ou bien des changements au niveau électrique. On peut contrôler électriquement le comportement optique d'un matériau. Par exemple, pour les cristaux liquides, on peut changer leur comportement optique à travers la tension qu'on applique sur ces cristaux liquides. Donc on fait de cette façon-là, et puis ce faisceau-là va interférer avec un faisceau qui est intact, et du coup on peut avoir
le signal optique modulé par un signal électrique. C'est le principe du Mach Zehnder. Lorsqu'on va au ski, on monte la montagne avec un ascenseur, puis au sommet de la montagne, on se trouve bloqué. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une lampe à poche, puis on va éclairer. Mais est-ce que ça va servir à quelque chose? Rien. On ne comprend pas qu'il y a un signal de détresse, un signal SOS. Mais lorsque la personne prend la lampe à poche, puis interrompt et ouvre, donc elle va faire des interruptions, c'est là qu'on dit que la personne veut dire quelque chose. Certainement, elle cherche de l'aide. Alors toujours, l'interruption est intéressante pour porter l'information. C'est la même chose pour les choses compliquées telles que ça se fait avec des interruptions. Pour le récepteur, c'est exactement le contraire de ce qu'on fait au niveau de l'émetteur. Donc celui qui était en premier devient en dernier, et c'est comme ça qu'on peut démoduler puis extraire les données. Maintenant, pour le milieu de transmission, c'est-à-dire la partie qui est à droite, le répéteur optique, il est important de faire de l'amplification. Par exemple, lorsqu'on met une fibre optique dans l'Atlantique, on ne peut pas envoyer un signal optique qui va voyager 7300 km pour arriver intact tel qu'il est. C'est impossible. On voit le câble au fond de l'océan, donc il contient beaucoup de fibres, mais autre chose, il contient d'autres composants qui sont nécessaires pour le régénérateur. Et à chaque 90 km, on met un régénérateur. Donc il faut par exemple des fils électriques parce que les amplificateurs ont besoin d'une alimentation électrique également. Donc ça vient avec les fibres. On a plongé dans les océans 800 000 km de fibre optique, de câbles de fibre optique. Bien sûr, chaque câble comprend beaucoup de fibres. 800 000 km, ça veut dire 2 fois la distance entre la Terre et la Lune. Tout ça sous l'océan. Bien entendu, il faut faire de sorte que ces câbles soient protégés contre les accidents, les bateaux qui passent, contre les requins qui vont mordre ces câbles, etc. On voit le câble ici, il est bobiné autour d'un axe jaune qu'on voit ici, là. Ils sont bobinés d'une façon bien entendu intelligente. Puis, il faut un certain nombre de bateaux pour le plonger en bas. Alors, ce qu'on fait, c'est de faire des répéteurs. Ce sont des amplificateurs un peu spéciaux. Il y a une différence entre amplificateur et répéteur. Alors, pour l'amplificateur qui tombe bas, si on prend 3 impulsions qui sont arrivées de la façon qu'on voit en bas à gauche. Alors, ces impulsions-là ne sont plus carrées, mais il y en a du bruit. Maintenant, on va amplifier la chose qui est reçue pour qu'elle puisse voyager encore quelques centaines de kilomètres. Alors, lorsqu'on fait l'amplification, le petit bruit devient un grand bruit, c'est la chose qu'on voit à droite en bas, c'est la chose bleue. Donc, on amplifie le signal qui est vert, mais aussi le bruit qui est avec, qui est bleu dans ce cas. Ça, c'est l'amplification. Par contre, en haut, on a le répéteur. Le répéteur amplifie seulement le signal utile. Comment on fait? Il faut faire des étapes. Mais le principe, c'est qu'on va couper la communication et régénérer le signal. C'est-à-dire, on va recevoir des impulsions optiques, on va les interpréter, on va créer des impulsions électriques, des tensions par exemple, et refaire ce que nous avons fait au niveau de l'émission, c'est-à-dire laser, données, etc. Donc ça, c'est le répéteur. Bon, il y a une autre façon, c'est le régénérateur. C'est quoi la différence? Le répéteur optique amplifie le signal, mais il enlève les bruits. Il passe par une conversion de l'optique vers l'électrique, puis
il utilise un laser pour régénérer de nouveau le signal optique. Alors, puisque il va passer de l'optique vers l'électronique, il ne va pas faire la différence entre une lumière rouge et une lumière verte ou bien une lumière bleue. En réalité, on traite avec des longueurs d'onde de communication, c'est-à-dire des longueurs d'onde dans la bande 1332 nanomètres et 1550 nanomètres. Donc, c'est pas visible, c'est pas rouge et vert. Et disons, il va pas faire la différence entre deux couleurs de longueur d'onde. Puis, la vitesse est réduite parce que la vitesse est limitée par les opérations qu'on fait. La conversion de l'optique vers l'électronique, c'est-à-dire que la communication est coupée. Puis, la recréation du signal optique. Donc, les choses ne se passent pas optiquement. Il y a une coupure. On va être limité par la vitesse de la conversion, puis la vitesse de la régénération. C'est très utile pour l'amplification des signaux analogiques. Donc ça, c'est le répéteur. Le régénérateur fait quelque chose de différent. Et donc, il amplifie, il refaçonne le signal, il fait une remise en temps du signal avec des bonnes impulsions, des bons intervalles de temps. Il restaure, il restitue le signal initial, il enlève les distorsions et le bruit. Il ne convertit pas vers le signal électrique. Il maintient l'intégrité des impulsions lumineuses pour des différentes longueurs d'onde. Il amplifie toutes les longueurs d'onde de la même façon. Ce ne sera pas utile, par exemple, s'il amplifie le rouge par 5 fois, mais il amplifie le bleu avec 3 fois. Ça sera une distorsion. Donc, il amplifie les longueurs d'onde de la même façon. De ce fait, ce qu'il fait, même si tu envoies 300 signaux optiques, 300 faisceaux lumineux de couleurs différentes, il va les amplifier en même temps sans être obligé de les transformer électriquement puis revenir à l'optique. Donc ça sera une transparence optique. Bien sûr, il est plus complexe que les amplificateurs normaux. C'est le coût à payer. Dans la famille des régénérateurs optiques, il y en a les régénérateurs 3R qui sont des régénérateurs intéressants. 3R, ça vient de réamplification, refaçonner, remettre en des intervalles de temps réguliers. Voilà le principe d'un régénérateur 3R. L'impulsion qu'on voit à gauche, c'est l'impulsion d'entrée. Bien sûr, il est plus simple de faire des formes sinusoïdales que de faire des formes carré, ou bien forme gaussienne. Supposons qu'on a fait l'émission et après 90 km, on a reçu le signal qui est à gauche. Il va rentrer dans le régénérateur 3R. Vous voyez par exemple qu'à vue d'œil, on voit qu'il y a un 1, mais qui n'est pas très intense, puis un autre 1 qui est intense, puis un 0. Mais c'est pas vraiment un 0 parce qu'il y a quand même de la lumière, puis un 1 qui est amorti, puis un autre 0. Alors, à la sortie, le signal sera redressé. On a un clair, puis un 1 clair, puis un 0 clair, puis un 1 clair, puis un 0 clair. Donc, à travers le système qu'on voit au milieu. Parmi les amplificateurs intéressants très utilisés maintenant dans la communication optique, il y en a l'amplificateur fibré dopé à l'erbium, abrégé avec EDFA. Il est très intéressant, peut être combiné avec les répéteurs et les régénérateurs. Il amplifie les signaux de différentes longueurs d'onde. Il est utilisable dans les systèmes de multiplexage en longueur d'onde. Multiplexage en longueur d'onde, c'est-à-dire mettre beaucoup de longueurs d'onde, beaucoup de faisceaux colorés sur la même 300, 500. Donc c'est un élément très utile en communication optique. Comment ça fonctionne l'amplificateur EDFA? On prend un bout de fibre de 30 à 40 pieds de taille. La fibre optique est monomode, bien entendu. Ça utilise les ions erbium. On voit que ces porteurs de charge sont en bas dans l'échelle énergétique. Si on arrive à faire monter ces charges vers le haut énergétiquement, lorsque ces charges vont descendre en bas, ils vont dégager des photons. Chacune dégage un photon. On utilise une diode de laser pour pomper des impulsions de lumière qui vont faire de sorte
que ces charges-là passent à un niveau énergétique plus haut. Généralement, ils utilisent une puissance entre 10 et 200 milliwatts. Et la longueur d'onde choisie est soit 980 nanomètres, soit 1480 nanomètres. Les électrons au niveau de la Terre, énergétiquement, ils vont être excités par ces impulsions lumineuses pour monter en haut. La durée de vie dans cet état haut est approximativement 1 microseconde. Puis les ions vont descendre un peu vers un état métastable lorsqu'un photon appartenant au signal utile, donc les données, excitent l'ion d'herbium. Les ions perdent une partie de leur énergie et retournent à l'état de terre énergétiquement. Et donc cette chute énergétique, ça se transforme par des photons additionnels qui vont s'ajouter aux photons liés au signal. Et le plus intéressant, c'est qu'ils sont cohérents et de même phase avec les photons initiaux. Ça fait donc une amplification des photons qui représentent le signal.